Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Barbara et je fais partie de la coordination de Agroécologie in Action. Et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter le bienvenu aujourd'hui, ici, avec nous, dans ce rencontre autour de la patate. Pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire sera enregistré. Alors, si vous faites des questions, vous n'avez pas envie d'apparaître dans la vidéo, merci de ne pas allumer votre vidéo, sinon on aimerait bien voir les visages de ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui pour la discussion. Peut-être pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on va attendre encore quelques minutes parce qu'il y a encore des gens qui arrivent, mais on est justement 3 jours après la fameuse action à Frameries. Et il y a une petite after vidéo qui a été faite. Peut-être Manu, tu peux nous la lancer pendant qu'on attend les derniers participants. Super. Aujourd'hui, pour la Journée internationale de lutte paysanne, on est devant le site de Clarebout, donc avec tous les entrepôts et les frigos qu'on voit derrière moi, où il y a un projet de construire une méga usine à frites, donc qui serait la taille d'un petit village, en bordure des habitations de Frameries. Du coup, bienvenue encore une fois à cette 25e journée internationale de lutte paysanne, puisque c'est une journée qui existe depuis 1996 et pour commémorer en fait des luttes paysannes, pour commémorer la mort de 19 paysans et paysannes du mouvement des Sans-Terre au Brésil, qui ont été assassinés par des tueurs à la solde des grands propriétaires terriens. Alors cette journée des luttes paysannes, en Belgique, c'est la 10e et on l'organise avec le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, pour permettre de lier des luttes locales, comme celle de la Nature sans friture ici à Frameries, contre ce qui pourrait devenir une méga usine de frites ici. Là derrière, on a juste des entrepôts et des frigos, mais Clarebout prévoit de faire quelque chose de 3 à 4 fois plus grand et d'en faire une énorme usine. Donc ce genre de projet-là, on n'en veut pas. Clarebout, ton usine, 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 on n'en veut pas. Les collectifs citoyens de Frameries, la Nature sans friture, sont mobilisés déjà depuis des années contre ce projet, et le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, donc les paysans, les paysannes et tous leurs alliés en Belgique francophone sont venus les soutenir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au-delà de l'usine à frites de Clarebout, c'est tout le système de l'agriculture industrielle et plus particulièrement de la patate industrielle qu'on dénonce aujourd'hui. Solidarité avec les paysannes du monde entier. Et donc qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui avec cette journée internationale des luttes paysannes? À court terme évidemment, c'est de dire non à cette usine à frites. À moyen terme, c'est d'avoir un soutien structurel, politique, de l'agriculture familiale et de l'agriculture paysanne qui est en voie de disparition aujourd'hui parce que ces soutiens sont plus dirigés vers l'agriculture industrielle. Donc réorienter ces soutiens-là. Aussi de dire non au traité de libre-échange de l'Union européenne avec le Mercosur d'un côté et avec le Pérou, la Colombie, l'Équateur de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça ne ferait qu'amplifier le problème qui est déjà existant maintenant. Et évidemment, sur le plus long terme, c'est de sortir de l'alimentation du libre-échange et de récupérer notre souveraineté alimentaire.
Ben, génial, génial de voir cette action avoir lieu ici ce mois-ci. Comme le disait Marie-Hélène déjà dans la petite vidéo, euh, le 17 avril, jour symbolique, et chaque année, ici en Belgique, comme ailleurs dans le monde, il y a des rassemblements pour l'agroécologie paysanne pour commémorer le 17 avril 96, où moment où il y a 19 paysans du mouvement des travailleurs de Santerre du Brésil, MST, étaient assassinés. C'était aussi le moment où la Via Campesina se rassemblait au Mexique, et du coup, ils ont proclamé cette journée-là comme journée mondiale des luttes paysannes. Et ça fait 10 ans qu'en Belgique, avec le réseau soutien à l'agriculture paysanne, on fête, on lutte ce jour-là. Ça fait aussi 10 ans qu'on a pour la première fois en Belgique lutté autour de la patate. L'arrachage et la plantation des patates à Wetteren, ça fait 10 ans cette année, où on a commencé la lutte des patates en Belgique autour des patates OGM. Des années d'après, on a planté des patates à Arnhem contre une méga prison. On a planté des patates à Perué contre une route stupide, et on a planté des patates bien partout. La patate, en effet, est devenue un symbole mobilisateur par excellence, je dirais, et pas par surprise. Dans un pays où il y a des frites côtes comme lieu de culture, un pays qui fait un pavillon de patates dans les biennales internationales, un pays où il y a plus de 10% de la terre cultivée occupée par l'industrie de la patate. Ça fait tout à fait sens, je pense, de faire de la politique à travers et avec la patate. Je suis donc super heureuse aujourd'hui de nous voir rassemblés ici autour de la patate. Justement, parce que je pense que la patate, elle nous permet de comprendre et de montrer les incohérences qui existent dans les politiques agricoles et alimentaires. Elle nous montre l'absurdité de continuer à investir et soutenir l'agro-industrie, et en même temps de faire des accords climat, de dire qu'on soutient les paysannes et paysans en Belgique, et de compenser l'industrie des fonds avec des fonds Covid, de développer des programmes de coopération internationale et en même temps d'envoyer des patates surgelées en Amérique latine. Tout ça et plus. Du coup, j'ai le plaisir de vous présenter l'agenda ou le déroulement de notre petit séminaire. C'est assez court. Il est 11h15. On essaye de terminer vers 12h30. Et avant ça, on écoutera Manu Hagen de FIAN et Quentin Noirfalis, journaliste chez Médor, qui tous les deux ont, dans les derniers mois, parcouru pas mal d'infos autour de la patate et ont fait des études autour de l'industrie patatier en Belgique, et ils vont nous présenter leurs études. Après ces deux présentations de 10, max 15 minutes chacun, on fera un petit moment de questions, et avant de nous lancer dans la discussion autour de la lutte à Frameries, et Florence de Fourny, qui est porte-parole de la Nature sans friture à Frameries, elle nous fera un petit compte-rendu de l'histoire ou l'émergence de la lutte à Frameries, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on peut la soutenir dans la suite. Voilà. Et avec ça, je vais donner la parole à Manu. Manu, patate en colère, tu nous as préparé une petite exposé, je pense. Merci Barbara. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon écran avec ma présentation. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. Donc voilà, oui, je vais présenter un petit peu les résultats de cette étude Patate en colère qu'on publie avec FIAN et Agroecology in Action. Je m'excuse déjà auprès de ceux qui auraient regardé la vidéo déjà que j'ai préparée pour l'action du 18 avril, parce que je vais me baser sur le même PowerPoint. Mais donc voilà, on a voulu présenter cette étude sur la patate pour montrer les dérives vraiment du système agro-industriel à travers cette filière de la patate, et comprendre comment
cette culture paysanne millénaire a été dévoyée par la mondialisation néolibérale et par l'agrobusiness. Alors, l'étude commence par faire un bref rappel de l'histoire de la pomme de terre, depuis ses origines en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, où voilà, elle est cultivée depuis des générations et des générations, des milliers d'années par des paysans et paysannes. Elle fait partie déjà de l'alimentation de base, notamment des civilisations Inca. Donc la pomme de terre, voilà, une culture paysanne millénaire, qui a ensuite été ramenée en Europe par les conquistadors espagnols et va suivre un petit peu les chemins de la colonisation occidentale pour se répandre à travers le monde et devenir l'une des 4 cultures principales de base avec le maïs, le riz et le blé. Mais au début, en Europe, en fait, elle est plutôt prise comme une curiosité botanique, voire une culture utilisée pour l'alimentation des animaux. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle et de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, grâce à des plaidoyers de certains botanistes, agronomistes et nutritionnistes, comme le fameux Antoine Parmentier, qui donnera son nom au hachis, qui vont montrer les propriétés nutritionnelles et agronomiques de la culture de la pomme de terre. Et donc, sa culture va beaucoup se développer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et elle va vraiment devenir un aliment de base qui permettra de nourrir les classes ouvrières durant la révolution industrielle. Et ça participera avec ça à la croissance démographique en Europe. Mais d'un autre côté, ce qu'on constate, c'est que justement l'extrême dépendance des classes ouvrières à un seul aliment de base et aussi la culture qui se restreint à certaines petites variétés va d'un autre côté provoquer des graves famines à cause de pertes de récolte dues aux épidémies de mildiou. Et donc ici, il y a une image du mémorial de la grande famine irlandaise à Dublin, où dans le milieu des années 1800, il y a eu des grandes famines qui ont provoqué la mort directement de plus d'1 million de personnes et par ailleurs qui ont fait migrer aussi plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment vers les États-Unis. Donc on voit à quel point la patate est vraiment ancrée dans notre histoire et on en porte les stigmates et elle a vraiment façonné en fait l'histoire notamment occidentale jusqu'à nos jours. Alors, c'est évidemment une culture qui, bien qu'elle ne soit pas originaire de notre continent, mais qui s'est particulièrement bien acclimatée en Belgique et qui est devenue une vraie fierté gastronomique et culinaire, notamment cette culture du frites-côtes où on a plus de 5000 frites-côtes répertoriées en Belgique qui sont réunies au sein d'une union nationale des frituristes belges qui avait fait des démarches pour être reconnue vraiment alors comme patrimoine immatériel de la Belgique. Et ça a été consacré ces dernières années par les différentes autorités belges. Donc, la culture du frites-côtes fait partie de notre patrimoine immatériel. Barbara a aussi rappelé donc, que c'est une fierté paysanne et que beaucoup de luttes paysannes ont eu lieu autour de la patate, comme ici à Wetteren, avec 11 activistes qui ont été donc poursuivis pour avoir arraché des plants de patates OGM dans cet petit champ expérimental à Wetteren. Les actions du 17 avril à Arun, à Guilanguien, à Perouet, et puis on peut rajouter donc cette année ce beau succès que nous avons, enfin en tout cas cette belle journée que nous avons eue de lutte à Frameries et qu'on espère couronner de succès par la suite. Alors, comment cette culture paysanne a été dévoyée par l'agrobusiness? Donc, moi, j'ai regardé un petit peu et on voyait que jusqu'à la fin des années 80, on avait en Belgique une filière de la pomme de terre où il y avait des milliers de petits producteurs qui distribuaient, commercialisaient à travers un réseau de petits commerçants. Il y avait un réseau assez dynamique de beaucoup de centaines, voire milliers de commerçants en Belgique qui après distribuaient à travers les commerces locaux, les marchés locaux ou les supermarchés. Mais donc, c'était un commerce, on va dire, de proximité. Et puis arrive le rouleau compresseur de la mondialisation néolibérale. Et là, on va voir qu'il y a un petit nombre d'entrepreneurs, principalement flamands, d'anciens producteurs de patates ou commerçants, qui vont se spécialiser dans les chaînes de valeur internationales et dans la production, notamment de produits surgelés à base de pommes de terre.
Et donc ici, on a 6 entreprises qui contrôlent actuellement encore 90% du marché belge et qui sont pour la plupart nées à la fin des années 80, début des années 90. Ce ne sont pas des entreprises qui sont connues généralement du grand public, à part Lutosa qui d'ailleurs a été racheté par le premier producteur mondial McCain, mais sinon ce sont des marques plutôt qui sont des fournisseurs des grandes chaînes de supermarchés mondiaux ou des chaînes de restauration, donc plutôt sous forme de marques distributeurs. Donc on ne les connaît pas vraiment en tant que marque, mais ce sont vraiment devenus des grands fournisseurs mondiaux, notamment Clarbot qu'on a ciblé avec cette action Inframerie, qui est devenu le premier producteur européen de produits surgelés à base de pommes de terre. Et donc, on voit qu'il y a eu vraiment une croissance exponentielle de cette industrie des produits surgelés à base de pommes de terre. En 1990, l'industrie transformait 500 000 tonnes de pommes de terre. Et 30 ans plus tard, ça a décuplé et donc l'industrie aujourd'hui transforme plus de 5 millions de tonnes de pommes de terre chaque année. Pour ça, évidemment, il faut produire toujours plus de patates. Et la culture de pommes de terre est celle qui a pris le plus de surface depuis les années 2000. Il y a eu une augmentation de 50% des surfaces de pommes de terre en Belgique. Et on voit que ça se répartit surtout dans les provinces de Flandre orientale et occidentale, dans le Hainaut et surtout le nord du sillon Sambre-et-Meuse en Belgique. Et donc la culture atteint aujourd'hui 100 000 hectares de terres agricoles, ce qui représente 11% de nos terres cultivées, donc hors prairies permanentes, 11% des terres cultivées en Belgique. Donc, ces 100 000 hectares de pommes de terre, ça donne une production environ de 4 millions de tonnes de pommes de terre chaque année, bon, avec des grosses variations en fonction des conditions climatiques, mais en moyenne 4 millions de tonnes pour ces dernières années. Mais on voit qu'en fait, cette production nationale n'est plus suffisante pour approvisionner l'industrie et donc on a augmenté aussi nos importations de pommes de terre brutes depuis l'étranger, notamment depuis le nord de la France, mais aussi Pays-Bas et Allemagne notamment, pour alimenter l'industrie, donc pour les 5 millions de pommes de terre transformées par l'industrie, et aussi pour approvisionner en fait nos étalages dans nos supermarchés. Et là, c'est notamment pour le commerce des pommes de terre nouvelles ou de consommation fraîche, pommes de terre qu'on appelle aussi pommes de terre hâtives, voire pour les pommes de terre bio, où quand vous voyez sur les étals de vos supermarchés, il y a encore beaucoup de ces pommes de terre qui viennent d'Espagne, d'Italie et parfois de plus loin, notamment pour les pommes de terre nouvelles d'Égypte, d'Israël ou de Chypre. Donc voilà, on a 4 millions de production, 2,5 millions en plus d'importation, notamment pour les 5 millions de pommes de terre pour l'industrie de la transformation. Ces 5 millions de pommes de terre, de tonnes pour l'industrie, elles résultent en 3 millions environ de produits finis. Donc, c'est les frites, les croquettes et autres produits préparés. Et sur ces 3 millions de produits finis, donc on voit qu'il y a une grande part de pertes, soit par évaporation, soit utilisées comme sous-produits parce que c'est plus bon pour les standards de l'industrie. Et donc sur les 3 millions de produits finis, il y a environ 90% qui est destiné à l'exportation. Donc c'est vraiment un commerce qui est tiré vers l'exportation et qui exporte toujours de plus en plus. Donc voilà, j'ai dit qu'on trouvait, ça c'est un peu l'aberration du commerce mondialisé, alors qu'on surproduit, on trouve des produits venant parfois de loin encore sur nos étalages. Et donc pour exporter toujours plus de frites, cette industrie, elle doit trouver de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. Et pour ça, elle démarche notamment activement les marchés asiatiques, tous les pays qu'on dit émergents à forte croissance économique, pour essayer que dans ces pays, et il y avait des articles du journaux qui disaient la Belgique essaye d'apprendre aux Chinois à aimer les frites et surtout à en manger. Donc on va essayer d'inculquer cette culture, notamment des fast-food dans d'autres pays. Et pour ça, on fait des grandes campagnes lors des missions diplomatiques et économiques pour faire des événements de promotion de la frite belge. Et l'industrie compte aussi évidemment sur la conclusion de nouveaux accords de libre-échange qui doivent renforcer leurs exportations.
C'est le cas dont on parle beaucoup pour l'instant entre l'accord négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Et là, c'est assez frappant parce qu'il y a une étude d'impact qui a été réalisée par le ministère de l'économie belge et qui analyse un petit peu les impacts potentiels que l'accord aurait sur différents secteurs de notre économie. Et on voit qu'il y a beaucoup de secteurs agricoles qui souffriraient de l'accord, mais un secteur gagnant qui ressort, c'est le secteur des produits surgelés à base de pommes de terre qui exporterait du coup encore plus vers les pays d'Amérique latine, ce qui pose des problèmes déjà actuellement en Amérique latine, où plusieurs pays en fait ont essayé de mettre un holà et de protéger leurs marchés locaux et leurs paysans contre l'importation massive de produits surgelés belges. C'est notamment le cas au Pérou, où il y a une campagne de SOS Faim qui est en cours encore pour voilà, ne pas mangeons nos frites mais ne les exportons pas. C'est aussi le cas en Colombie. Et là, carrément, la Colombie, qui a pris des mesures de protection de son marché, est attaquée par l'Union européenne sur demande de la Belgique. Donc la Belgique qui dit que ces mesures protectionnistes vont à l'encontre du commerce international et doivent être supprimées. Ce qui est quand même un comble quand on se rappelle que la pomme de terre vient justement d'Amérique du Sud. Alors, au niveau des impacts sociaux et environnementaux de ce modèle, donc le fait que l'industrie pousse si fort la demande, ben, ça favorise un modèle d'agriculture industrielle et productiviste, où finalement les plus grands producteurs vont devoir investir dans du matériel toujours plus coûteux et performant, des arracheuses, planteuses de pommes de terre qui sont des machines qui peuvent coûter jusqu'à 500 600 000 euros. Il faut ensuite investir dans des hangars qui peuvent coûter aussi des centaines de milliers d'euros. Et donc tous ces investissements, ça endette les agriculteurs et ça favorise les plus gros d'entre eux. Ce modèle de culture intensive est aussi particulièrement polluant. Et donc ici, on a le petit schéma en dessous qui montre l'utilisation de produits phytosanitaires par la culture intensive de pommes de terre, qui est 2,5 fois plus importante que la betterave et jusqu'à 5 fois plus importante que le froment. Donc c'est vraiment une culture, quand elle est cultivée de manière intensive, qui a des impacts environnementaux assez importants. Sur l'érosion des sols aussi, l'épuisement de nos sols, mais je pense que Quentin reviendra plus sur ces aspects, donc je ne vais pas m'y attarder. Et puis alors, donc, il y a aussi, au-delà de la production, l'industrie de la transformation qui a des impacts nuisibles, non seulement pour les communautés riveraines en termes de bruit, d'odeur, de charroi automobile, et là aussi je ne vais pas m'attarder parce que Florence reviendra là-dessus. Et je vais passer à la dernière partie de l'étude qui s'intéresse aux conséquences de la crise Covid, que la crise Covid a eu sur le secteur. Et donc, on a entendu que le secteur avait été violemment frappé par la crise Covid à cause de l'enrayement des chaînes logistiques internationales et de la fermeture des restaurants et chaînes de fast-food. Et donc, on a toute une énorme quantité de pommes de terre qui n'a plus pu être utilisée par l'industrie pour ses exportations et qui s'est retrouvée inutilisable. Et là, on voit que ce modèle industriel, ben, du coup, a dû être soutenu par les pouvoirs publics à travers différentes actions, notamment des campagnes qui nous ont poussé à augmenter notre consommation de frites pendant la pandémie. Et donc, c'est des campagnes qui ont été soutenues par les pouvoirs publics. Et donc là, par exemple, à droite, il y a eu une campagne Sell Frites, vous voyez, ils sont en tout petit en dessous, les logos, mais de l'APACWay, qui est l'agence de promotion de l'agriculture wallonne, en plus sous la bannière du hashtag Je cuisine local, ce qui, je pense, est quand même une énorme hypocrisie de nous faire pousser à la consommation de frites en mode « c'est notre produit local ». Et je termine l'étude voilà, en montrant que cette étude a bien montré les conséquences, les impacts du modèle agro-industriel sur notre agriculture, mais que ce n'est pas en prenant quelques mesures qu'on va pouvoir vraiment changer le système. Et donc, la conclusion est plutôt d'ouvrir sur vraiment le nécessaire changement de paradigme de nos systèmes alimentaires qui est nécessaire.
et d'éviter que la culture et la filière de la pomme de terre soient dictées ou tout à l'économie, comme c'est le cas actuellement, et de revenir à des cadres politiques qui mettent en avant l'alimentation comme bien commun, la réalisation du droit à l'alimentation, le déploiement de la transition agroécologique et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysannes et des paysans. Ce sont des cadres politiques et conceptuels qui existent. Maintenant, il faut se battre pour qu'ils soient mis en œuvre. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Manu. Merci de nous introduire dans les détails de ce secteur et de bien montrer ses limites, inclus les limites économiques. Avant d'ouvrir la possibilité de participer dans la discussion, je vais inviter directement à Quentin d'enchaîner. Et si vous avez des questions, des clarifications, vous pouvez déjà les mettre dans le chat ou les garder parce qu'on les prendra ensemble après la présentation de Quentin qui a conduit une enquête ensemble avec des autres journalistes autour de l'industrie des patates les derniers mois. Quentin, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, avec la journaliste indépendante Sang Sang-woo, qui avait déjà d'ailleurs fait un premier dossier sur la pomme de terre dans Tchèque, je pense il y a quelques mois, il y a 7 ou 8 mois, on a décidé de lancer avec 2 autres médias, Apache en Flandre et Médiacité, qui est un média notamment présent à Lille, et donc dans le département du nord de la France, une enquête sur la pomme de terre après avoir constaté dans le cadre d'autres enquêtes sur des questions agricoles qu'il y avait effectivement ce boom de la production de pommes de terre dans cette région Tournai, Comines-Warneton, etc. Moi, c'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Je travaille pas mal sur des questions environnementales et agricoles, mais je ne m'étais jamais penché sur la patate. Donc on a lancé cette enquête. Avec nous, chez Médor, vraiment trois angles en fait sur lesquels je vais parler qui complètent un peu la présentation de Manu. On s'est d'abord posé cette question de quel impact ça avait sur la vie des agriculteurs en fait, et sur leur capacité de se projeter dans l'avenir et en quoi est-ce que cette prépondérance de la pomme de terre pouvait avoir un impact justement sur leurs moyens d'existence. Puis on a travaillé sur effectivement le risque pour les sols d'une culture qui soit si dépendante de pesticides, notamment à cause du mildiou, et qui est en même temps paradoxalement dépendante de pesticides, mais maintenant que des pesticides sont interdits, ça met les agriculteurs qui doivent conserver leurs pommes de terre dans des situations financières plus difficiles puisque le nouveau produit coûte plus cher, et donc ça c'est quelque chose qui les inquiétait beaucoup. Et puis après on s'est posé cette question de l'avenir et justement du pouvoir de lobbying à la fois des fédérations et de la position très ambivalente des politiques en Wallonie sur à la fois un soutien au secteur malgré des déclarations politiques qui disent qu'il faut changer de modèle. Donc la première chose vraiment qui nous a vraiment marqué, c'est une forme de, je ne vais pas dire omerta parce qu'omerta c'est lié à la mafia, mais bon voilà, de difficulté à parler avec les acteurs, je veux dire moi c'est quelque chose qui me marque très très fort en fait quand on travaille sur les milieux agricoles. Les agriculteurs n'ont pas du tout envie de parler aux médias pour plein de raisons, et ici clairement pour la pomme de terre parce que ils sont très dépendants par les contrats qui se lient avec les patatiers, avec l'industrie de la transformation, et donc ça c'est quelque chose qui est très propre à ce secteur-là. C'est-à-dire 70% des agriculteurs qui font de la pomme de terre en Belgique sont liés par un contrat. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce qu'en fait, ça montre à quel point l'industrie de la transformation en fait, gère toute la filière et est capable en fait, d'avoir un poids et une emprise sur la filière, notamment par cette politique de contrat. Parce que quand on regarde les contrats, donc nous, on a réussi à s'en procurer. Grâce à quelqu'un qui justement avait décidé d'arrêter un peu la culture de la pomme de terre parce qu'il jugeait les contrats trop contraignants. Et quand on regarde les éléments, c'est dans nos enquêtes, mais je veux dire, il y a des questions de calibre de pommes de terre. Si les pommes de terre ne font pas tel ou tel calibre, elles sont refusées par l'industrie. Et en fait, les agriculteurs s'engagent à amener un certain nombre de tonnes à l'industrie de la transformation. Si l'agriculteur ne remplit pas sa mission, c'est pour sa poche. Ce sera soit pour sa poche en pommes de terre en nature l'année d'après, donc il devra combler le déficit, soit pour sa poche en direct, il devra aller sur le marché libre acheter des pommes de terre pour remplacer, soit il sera moins bien payé.
les pommes de terre qui ne sont pas bonnes lui seront renvoyées, il sera obligé, dans certains cas, de devoir s'en débarrasser lui-même. C'est pour ça qu'on a eu, par exemple, dans la région flamande, un cas d'un gars qui a fait un épandage sauvage de pommes de terre, des dizaines de tonnes, qui avait été refusé, dans ce cas-ci, par Clarbout, numéro 1 belge et numéro 1 européen de la transformation de frites. Donc, on est vraiment sur un cadre où, malgré tout, en fait, l'agriculteur est face à des commandes qui sont comme je le notais, aussi précise qu'une descente d'un huissier de justice scandinave. Et donc, c'est assez compliqué. Pourtant, il continue à le faire. Pourquoi? Parce que, comme on le mettait, c'est en gros ce que les agriculteurs nous disent, c'est si on fait du blé, c'est l'incertitude parce que le marché est trop fluctuant. La betterave, ça rapporte plus assez, donc c'est la dèche. Et la pomme de terre, c'est la garantie de la stabilité. Parce que malgré tout, le contrat a des conditions extrêmement drastique, mais on est sûr de pouvoir se dire, OK, mais en fin d'année, on aura autant. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire effectivement que l'industrie de la transformation, depuis les années 80, mais encore plus maintenant, a vraiment mis le secteur sous cette emprise-là. Alors, on a rencontré quelques agriculteurs qui, eux, commencent à en avoir assez, mais ils sont vraiment à la marge. C'est-à-dire tous les autres, en fait, vont vers la patate parce que, comme dans les filières viande, tout le monde va faire du poulet parce que le poulet, c'est ce qui rapporte. On peut avoir des contrats avec Carrefour, etc., en œufs, en poulet de chair. Et donc, il y a une certitude dans un secteur qui est tout le temps noyé dans l'incertitude. Ça, c'était une première conclusion intéressante. C'était de se dire, évidemment, les agriculteurs ne sont pas des gens qui ont à tout prix envie de polluer, de travailler avec la giga industrie de la transformation, c'est qu'ils sont en fait très coincés. Et les contrats sont souvent confidentiels, donc ça expliquait pourquoi c'était difficile de leur parler. Alors, par contre, on a eu beaucoup d'agriculteurs qui nous ont dit qu'eux étaient fiers de ça. Donc, c'est-à-dire, il y a des agriculteurs qui disent effectivement, c'est une culture qui est effectivement essentiellement tournée vers l'exportation dans ce qu'on produit et ce qu'on donne à l'industrie de la transformation, mais au moins, c'est un secteur qui a une possibilité de croissance, d'avenir, etc., comparativement à d'autres cultures agricoles. Donc, ça, c'était une conclusion assez intéressante. Et puis après, ensuite, nous, on est passé vraiment sur les questions d'environnement et d'érosion des sols parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous a marqué dans nos recherches, c'est que 29% des terres agricoles wallonnes sont soumises à ce qu'on appelle une érosion non soutenable, donc une perte de plus de 5 tonnes de sol par hectare et par an. Et en fait, on pourrait se dire, c'est pas grave parce que si on creuse la terre, il y a de la terre en dessous. Sauf que les parties où il y a le plus de biodiversité, de bactéries, de champignons, de vers de terre sont sur les 20 premiers centimètres. Et la manière dont on fait de la culture de pommes de terre industrielle pour le moment, en fait, bousille cette couche de terre de façon très récurrente, charrie évidemment, enfin beaucoup d'utilisation de pesticides bien sûr, mais aussi beaucoup d'utilisation de terre. Et selon nos recherches et les personnes qu'on a interviewées, c'est vraiment en fait une utilisation de la terre qui est non soutenable dans le sens où en fait la terre met évidemment beaucoup plus de temps à se régénérer que l'utilisation intensive qui en est faite pour le moment. Donc ça, c'était aussi de se dire en fait il n'y a pas de politique publique ou très peu de réflexion pour le moment sur, OK, pour le moment, on fait de la pomme de terre parce que c'est ce qui marche à l'international et ça fait de l'exportation et donc ça crée de l'emploi. C'est-à-dire ce qui est toujours le discours en fait de l'industrie. Effectivement, c'est 4 à 5 000 emplois, l'industrie de la transformation, mais par contre, dans un secteur qui est ultra concurrentiel. Nous, on avait des réflexions, notamment de Philippe Barret de l'Université de Louvain, disant, mais une fois que les terres sont épuisées, et donc que les pommes de terre n'ont plus le même rendement, etc. Le risque, c'est de voir en fait ces installations être abandonnées et être remplacées par des installations, notamment dans des pays de l'Est, etc., avec de la main-d'œuvre moins chère, parce qu'on s'est inscrit, et notamment le monde politique, dans un soutien actif en fait à cette forme d'industrie. Parce que quand on regarde un peu les soutiens, alors on a un soutien de la part, on a interviewé le ministre Borsu qui dit oui, évidemment, on soutient à l'agriculture familiale, agroécologique, etc. Ça, c'est dans les déclarations de politique générale. Et puis après, ce qu'on remarque en fait dans la traduction que ça a au niveau des subsides, c'est qu'on a très régulièrement des subsides qui sont donnés à Clarbout pour des constructions, pour des soutiens au permis, des soutiens dans des documents politiques qui disent oui, mais nous on soutient le fait même que la méga-usine prenne place, par exemple, comme ça. Et donc, cette ambivalence est assez intéressante. Et ça montre en fait quelque chose. Parce que nous, notre but, c'est pas de viser des agriculteurs en disant en fait, ils ne se bougent pas assez pour créer quelque chose de nouveau. En fait, on ne leur offre pas de perspective, ou très peu, et pas de vision politique à long terme. Donc, eux, ils sautent sur ce qu'il y a pour joindre les deux bouts. C'est vraiment de se dire, le monde politique soutient
dans les faits cette industrie-là, alors qu'il soutient en parole, il est censé soutenir une agriculture familiale. Et qu'est-ce qu'on a en fait? On a chez Clarbout des entreprises, une entreprise qui, en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices par année, normalement ne devrait pas avoir d'aide publique. C'est-à-dire ils ont suffisamment de capital, ils ont suffisamment de trésorerie pour pouvoir en fait mener leur business eux-mêmes. Et c'est ça que nous on questionne un petit peu, c'est de se dire à un certain moment il y a une forme de poids de mesure, parce que on a très très peu de bio en Belgique, hein. Je pense que c'est 2% de la production de pommes de terre et bio. Donc du coup, on dépend en fait effectivement de l'importation d'Israël, notamment où le climat est plus propice en fait à de la pomme de terre bio. Et donc du coup, on ne sent pas un soutien réel pour en fait amener un autre acteur dans le secteur qui serait effectivement des plus petits patatiers qui travailleraient sur de l'écoulement dans les villages, etc. Ce qui était le modèle d'avant. En gros, on est vraiment passé en 30 ans en train dans des rayons, c'était vraiment le marchand, enfin l'agriculteur vendait des pommes de terre à des marchands qui allaient faire les tours des marchés, les tours des magasins et des grandes surfaces. Et maintenant, en fait, on est passé à un modèle où tout va vers l'exportation. Donc, du coup, en fait, on a une uniformisation même des variétés. La binge va disparaître, très probablement. C'est-à-dire, il y a une chute, en fait, dans l'utilisation de la mythique binge, qui est une pomme de terre d'ailleurs en licence libre, ce qui est assez intéressant. Donc en fait, on ne fait pas d'argent sur la semence de binge. Elle risque de disparaître parce qu'en fait, elle est justement plus fragile que les nouvelles variétés. Et le changement climatique, on le ressent en fait dans les exploitations. Il y a des années de sécheresse. Du coup, il y a vraiment des gros risques en fait de descendre en dessous du tonnage qui est promis au niveau des contraintes. Et donc, on abandonne la binge parce que c'est une pomme de terre qui certes a beaucoup plus de goût, mais est plus instable. Et donc ça, c'est vraiment le risque, en fait, c'est de se dire on va coller une offre par rapport à une demande industrielle qui n'est pas faite pour l'autoconsommation. Et l'autoconsommation locale va en fait être le parent pauvre de ces politiques-là. Et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, quand les sols seront définitivement éteints ou qu'on aura des problèmes de nématodes partout, parce que ça commence à arriver... le nématode étant un pathogène qui crée des espèces de kystes dans les pommes de terre. Il s'est apparu en Flandre. Et ça vient en fait du fait que sous la pression du secteur de la transformation, normalement, en fait, idéalement, en fait, il faut cultiver de la pomme de terre une fois et puis après attendre 5 ans avant de recultiver de la pomme de terre sur le champ. Comme ça permet en fait au sol de pouvoir déjà se régénérer un peu. Maintenant, c'est 3 ans la durée légale. Il y a beaucoup de cas où en fait où les agriculteurs le font sur moins de 3 ans parce qu'effectivement ça rapporte plus qu'une plantation que mettre de la betterave. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du capitalisme appliqué à la terre, mais dans un contexte de changement climatique où on peut effectivement se retrouver nous-mêmes à devenir à terme, parce que c'est déjà en train de se passer, dépendant de l'importation même pour avoir nos frites. Parce qu'on ne produit plus assez de pommes de terre en Belgique pour satisfaire l'appétit de l'industrie de la transformation. Donc, on en apporte énormément de France et d'Allemagne. Et donc, c'est ce jeu en fait, d'un marché néolibéral qui, à mon avis, va à l'encontre d'une souveraineté alimentaire. Et le monde politique, en fait, manque de vision là-dedans et manque de possibilités de vision d'offrir aussi aux agriculteurs, parce qu'en fait, en 1980, je pense que l'appétit de pommes de terre de la population n'a pas énormément changé entre 1980 et maintenant. D'ailleurs, je pense même qu'on mange moins de frites en Belgique qu'avant. On l'a vu pendant le confinement, les gens sortant moins, ils mangent moins de frites. On va se retrouver face finalement à une profusion de pommes de terre, comme on le voit d'ailleurs sur le marché du petit pois, qui est le légume qu'on exporte le plus, etc. Et on ne pense pas effectivement à la demande locale. Et donc ça, c'est des conséquences assez intéressantes. Et alors derrière, on a effectivement des pouvoirs, des fédérations. On a eu un truc complètement incroyable pendant le confinement, qui était la fédération des fritiers, des friteries, qui disait il faut absolument consommer de la frite. Message qui a été encouragé, en tout cas qui n'a pas été renié par les instances politiques, alors que malgré tout, la frite est quand même un facteur d'obésité, etc. C'est quelque chose, au niveau nutritionnel, il ne faut pas en manger trop. Et donc, il y a malgré tout un encouragement à le faire. Donc, c'est vraiment assez... la frite, c'est vraiment quelque chose de très emblématique. C'est qu'à la fois, c'est une fierté belge. Il y a effectivement les frites côtes au patrimoine, il y a des réflexions pour aller plus loin dans la reconnaissance de
l'Afrique là-dessus, mais que en fait, la variété qui a le plus de goût et qui est la plus célèbre, la binge, va être finalement abandonnée parce qu'elle ne remplit pas de demandeurs industriels, ce qui est un gros problème d'ailleurs pour les free cut, qui sont les derniers vraiment vrais demandeurs de binge. Et tout ça, en fait, au bénéfice, malgré tout, d'un produit qui, une fois qu'il est transformé de façon industrielle, n'est pas un garant nutritionnel absolu. Donc voilà, nous on est arrivé là-dedans en se disant justement qu'en fait on voulait ouvrir, enfin terminer notre série sur une vision d'avenir plus positive, etc. Ce qu'on a vu, c'est des chouettes initiatives locales. Il y a des friteries, notamment à Bruxelles, qui ont recommencé à faire de la frite de façon artisanale, alors que ça avait été complètement abandonné par le passé, notamment parce que les normes sanitaires AFSCA sont assez compliquées à mettre en place pour quelqu'un qui tient une friterie artisanale où il y a 2-3 personnes qui travaillent dedans. Mais en fait, on n'a pas vu vraiment une projection à long terme qui soit positive. Elle est plutôt négative. Donc, on était un peu frustrés à la fin. Mais je pense que malgré tout, c'est ça la réalité. Et c'est exemplaire, en fait, de pas mal d'autres types d'industries, d'industries agricoles, comme le poulet, comme les petits pois, les produits surgelés, etc. Merci, Quentin, de nous faire descendre un peu dans la réalité du terrain. Et je réponds juste d'ailleurs à une question que je vois. Alors, je réponds une bibliographie des articles. Vous pouvez trouver tout sur medor.coop. Vous avez ces 3 gros papiers qui font un peu le tour de la question. Et alors, le secteur industriel, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, ils n'ont juste même pas répondu à nos mails. Je crois que les seuls qui ont répondu, c'est l'UTOSA qui a dit on ne répond pas. J'ai jamais eu ça. Je veux dire, il y avait vraiment un truc où, pourtant, on les attaque pas sur des choses qui étaient, entre guillemets, illégales. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec des conditions de travail qui sont en général assez compliquées. C'était pas mal sorti dans la presse, donc nous, on n'est pas revenu là-dessus. Mais effectivement, apparemment, c'est pas génial de travailler dans ces usines-là, malgré le chiffre d'affaires. Hein. Je veux dire, Clarbout, si on prend tout ensemble, on a plus d'1 milliard d'euros. Hein. Donc c'est absolument c'est pas n'importe quoi. Et les conditions de travail à l'intérieur des usines n'ont pas l'air top. Mais surtout, en fait, c'était un truc où on avait un peu l'impression que oui, ils répondent pas, ce qui est rare en fait. Il n'y a même pas un nom, pas de commentaire. Est-ce que c'était du malaise ou est-ce que c'est de toute façon on s'en fout parce que le business model est de toute façon résilient et c'est pas une paire de journalistes et quelques activistes qui vont nous déranger. Mais je pense que justement, le business model, il n'est pas si résilient. Ce qui a été intéressant pendant le confinement, c'est que justement, on a vu que l'écoulement des frites dépendait en fait énormément des événements culturels, des matchs de foot, etc. Et donc, le secteur a quand même largement vacillé. Et qu'ils aient été demandés des aides, que des aides publiques aient été données à ces sociétés-là, est quand même très révélateur en fait du fait que c'est quand même quelque chose qui peut très très vite vaciller sur des questions finalement de goût, et peut-être je pense aussi de choix presque culturel, mais de choix de la part des consommateurs. Et qu'en tout cas pour la partie belge, les consommateurs ont encore quelque chose à dire. Alors, ce n'est que 20% du marché, mais ces 20% sont quand même, je pense, assez importants. Merci Quentin, merci déjà de rentrer dans la fragilité de l'industrie même. Là, on va plutôt déjà vers stratégie. Peut-être on prendrait quand même encore quelques questions, plus de clarification maintenant. Avant de rentrer là-dedans, je ne sais pas si les gens n'ont pas encore trouvé la fonction chat. Il faut aller en bas de votre écran et là choisir chat. Ou peut-être ça s'appelle différemment en français. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi faire signe avec votre main, qui est aussi un symbole en bas de votre écran, normalement. Je ne vois pas ce que vous voyez. Mais j'espère que vous avez trouvé. Déjà, peut-être quelques questions. Je ne vais pas prendre tout maintenant. Il y a des questions qui sont plus stratégiques. On ne va pas les répondre maintenant. Je vois que Manu, il en a déjà repéré quelques-uns qu'il a envie de répondre. Peut-être tu peux les prendre directement. Oui, je vais en prendre une ou deux, mais donc effectivement, il y a des questions plus de l'ordre du débat, comme par exemple sur le boycott ou la stratégie d'action. Je propose de laisser ça vraiment pour après. Et donc, quelques petites précisions. Donc, il y a une question de Thérèse sur les frites bio, d'où viennent-elles? Et aussi, alors si on laisse tomber la binge, est-ce que ce n'est pas le moment de se reconvertir vers des variétés plus résistantes?
Donc sur les pommes de terre bio, j'avoue que c'est un peu confus pour moi parce que on a une très faible production de pommes de terre bio en Belgique. Dans le rapport de Philippe Barret que Quentin mentionnait, on parle de moins de 2% de la production en bio et probablement que c'est déjà un peu surévalué. Par contre, vous avez peut-être vu dans la presse il y a quelques semaines, il y avait justement une revendication des producteurs de pommes de terre bio en Belgique qui se plaignaient parce qu'ils étaient encore avec des stocks qui n'étaient pas consommés et qui apparemment n'étaient pas repris par les emballeurs belges. Et donc ça, je ne comprends pas très bien pourquoi, parce qu'effectivement, si on a la production en Belgique, pourquoi est-ce qu'ils ne la commercialisent pas? Et c'est de nouveau le jeu de la mondialisation où c'est l'emballeur qui a la majorité ici avec les grandes surfaces en Belgique préfère se fournir chez des producteurs espagnols ou italiens, je ne sais pas pourquoi. Mais donc là, ça mérite de faire pression parce que c'est complètement absurde. Mais je ne suis pas sûr en tant que tel que la production bio belge soit suffisante pour combler la demande nationale. En tout cas, ça demande à être précisé. Et sur la question de la binge, donc ce serait évidemment une bonne manière de se tourner vers des variétés plus résistantes, mais on voit que ce n'est pas le cas et que, comme Quentin l'a dit, les nouvelles variétés, donc je crois que c'est Challenger, Fontane et Innovator, ce sont uniquement des choix qui sont pris pour leur fonction industrielle et leur adéquation au processus de transformation de la frite et pas du tout pour leur résistance au mildiou. Alors, il y a quand même certaines initiatives qui sont prises de deux voies. La voie qui a essayé d'être poussée par la biotechnologie, c'est la voie des OGM, où on essaye de faire des patates OGM en introduisant du coup des gènes résistants au mildiou dans les patates commercialisées, dans les variétés commercialisées pour l'industrie. Donc il y a eu des essais là-dessus à Wetteren et même le CRAW, donc le Centre de recherche agronomique wallon, a fait des effets sur des clones OGM de pommes de terre. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on dénonce et qui va renforcer le contrôle de l'agro-industrie. Et il y a quand même aussi des essais qui sont faits sur des nouvelles variétés développées de manière plus traditionnelle pour avoir des pommes de terre plus résistantes au mildiou. Généralement, c'est plutôt des pommes de terre de consommation et qui sont moins prisées par l'industrie. Mais je pense que là aussi, on a un jeu à faire en tant que citoyen. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Peut-être il y a quelques questions autour de la pollution qui sont plutôt au niveau clarification. Alors, je les reprends. Oui, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, ouais. D'abord, la première chose, Jean-Luc, comme on se connaît, merci d'être là. Donc, à tes questions vraiment hyper précises sur les questions, nous, de pollution, enfin, on n'a pas eu l'occasion ni le temps de pouvoir faire des tests, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette question de pollution des cours d'eau, etc. Il y a une chose qui est très claire, c'est que comme il y a érosion des sols, il y a clairement, et en fait, il y a très peu de respect de toutes ces fameuses normes européennes sur la conditionnalité, c'est-à-dire en fait les agriculteurs en pommes de terre, hein, les patatiers comme tous les autres agriculteurs, pour recevoir leurs primes européennes, sont tenus à respecter des mesures de conditionnalité, notamment des bandes enherbées, etc. Le problème, c'est que ces mesures en fait européennes sont trop faibles. En but, hein, la pomme de terre industrielle. Donc, en fait, on fait des buts et à la fin, quand on arrache tout, c'est arraché avec des énormes machines qui sont capables de vous faire une 5-6 buts d'un coup et donc tout est fait en quelques heures. Évidemment, ça charrie beaucoup de terre. À la fin, ça arrive au bout du terrain. Une bande enherbée de 5 mètres est incapable de contenir 150 mètres de culture qui se déversent comme ça. Donc, il y a sans doute effectivement des risques assez importants de pollution des cours d'eau. La question, c'est que nous, on n'a pas eu l'occasion de faire des échantillonnages et que je pense qu'il y a très peu de capacité de contrôle. Ce qui est toujours le problème au niveau de l'administration wallonne, c'est qu'il y a très peu de contrôleurs. Moi, j'ai déjà écrit là-dessus par le passé dans un autre article pour Médor, mais cette question de respect des normes environnementales et de leur contrôle est assez épineuse. Manque d'argent, sans doute beaucoup de, je ne sais pas si c'est vraiment des collusions, mais les gens s'arrangent entre eux parce que les inspecteurs eux-mêmes connaissent les milieux agricoles et donc ils travaillent autrement, même s'il y a des efforts qui sont faits. Donc pour toutes ces questions-là, ça va prendre un peu de temps pour te répondre, mais
ma collègue y travaille. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu? Pour le bio, vous parlez du bio, il y a une friterie à Bruxelles qui s'appelle Patatac. Alors, c'est à Bruxelles, donc voilà, mais j'en ai pas trouvé ailleurs, mais qui, elle, a une partie de sa production en bio. Il passe directement par une ferme, par un circuit qu'on décrit dans le papier, qui est assez intéressant, qui est le fermier récupère les épluchures. L'agriculteur récupère les épluchures, s'en sert pour faire son compost, etc. Et donc, ils mettent en place une espèce de cycle un peu plus vertueux entre le producteur et l'acheteur de frites. Donc, ça, je trouve ça pas mal, applicable à des petites échelles, évidemment, mais si l'initiative se répercute, ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, sur la question de l'abandon de la binge, mais donc oui, il y a tout un travail de développement d'espèces plus résistantes au mildiou, et notamment du côté du CRAW, je pense. Donc, il y a un travail qui est fait, avec effectivement une volonté de diminuer les épandages, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le mildiou, en fait. Parce que le mildiou, c'est une des choses. Il y a toute la question du stockage. Donc, c'est-à-dire, en fait, des produits très nocifs ont été interdits au niveau du stockage. Du coup, il faut avoir des alternatives qui sont 3 ou 4. Il y en a 3 ou 4 pour le moment qu'on décrit dans le papier, mais qui sont très chers pour les agriculteurs à mettre en place. Donc, en fait, le problème, c'est que le coût de ça retombe sur l'agriculteur, parce que l'industrie de la transformation, hormis Clarbout, fait reposer le coût du stockage sur l'agriculteur. Donc, l'agriculteur va en fait délivrer des patates à l'industrie pendant plusieurs mois après la récolte, de septembre à avril. Celles d'avril, il les vend plus cher parce qu'il doit les stocker. Mais il faut savoir qu'en fait, il faut avoir des rendements absolument dingues pour survivre, même avec la patate pour le moment. Donc, et ensuite, il y a toute la question qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir les feuilles de pommes de terre. Donc, en fait, on fait aussi du défanage, où on brûle ces feuilles avec aussi des produits chimiques. Donc, ce n'est pas juste le mildiou, quoi. C'est vraiment toute une chaîne où il y a une habitude. Il y a une habitude d'épandage assez massif qu'il faut changer. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire du bio, parce que tout doit se faire à la main. Du coup, on doit enlever les feuilles soi-même, etc. Donc, en elle-même, la pomme de terre est déjà une culture qui ne se laisse pas aller comme ça, quoi. Il faut déjà pas mal la travailler, même en conventionnel. Donc, en bio, il faut encore plus la travailler. Donc, toute la question du soutien politique à cette filière-là est extrêmement importante. Ok. Donc, voilà. Sinon, Je vais encore soulever 2 éléments avant de passer à la lutte inframarine. Il y a une question par rapport, est-ce que les autres usines de transformation, à part de ceux qui sont mentionnés, par exemple à Comines, Warneton, la pollution de la lisse, est-ce que là on a des informations, ou est-ce que l'atelier de pommes de terre à Mété fait mieux au niveau environnemental et social que les autres entreprises citées par Très nous? rapidement, j'étais en train de répondre à Catherine. Je ne connais pas malheureusement l'atelier à Mété, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on a besoin de développer des petites et moyennes usines de transformation qui permettent mieux de répondre alors aux demandes des restaurants, des petits restaurants ou des petites chaînes de restaurants ou à des friteries artisanales, plutôt que les mastodontes actuels qui ont des tels volumes de production qu'eux, ils visent des énormes quantités de production et donc des clients qui sont les grandes chaînes mondiales de supermarchés ou de fast-food ou de grandes chaînes mondiales de restauration. Donc, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de secteurs. Ce maillon de la transformation est essentiel parce que c'est celui qui va permettre de commercialiser après les produits via un autre circuit que le marché mondial globalisé. Donc voilà, je suis désolé, j'espère peut-être que Catherine pourra nous présenter cet atelier à Mété, mais c'est effectivement essentiel. Ok, merci Manu. Et peut-être une dernière question. Je ne sais pas, Quentin, dans tes recherches, si tu as regardé dans les conditions de travail dans les usines plus en détail, parce qu'il y a plusieurs questions là-dessus et de comment ils s'organisent. Et pendant que tu réfléchis à ta réponse, je voudrais quand même signaler que le RTBF, avec leur documentaire d'investigation, a fait un beau travail, je pense, justement autour de la question et de montrer depuis l'intérieur des usines les conditions de travail, de travailler avec, de parler avec les travailleurs. Alors, avec cela, je réponds aussi à une question pour avoir des ressources. Oui, on rassemblerait les études dont on parle ici aujourd'hui, je suppose, sur le Facebook de FIAN. Et peut-être, Quentin, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus?
Bah oui, effectivement, mais dans le documentaire enfin dans le reportage d'investigation, il y a déjà pas mal d'éléments sur les conditions de travail. Notamment, ça repart en fait d'un accident mortel qui a eu lieu dans une usine il y a 3 ou 4 ans. Et effectivement, on se rend compte que la propreté n'est pas toujours au rendez-vous dans les images qu'on voit. C'est-à-dire, en fait, malgré tout, c'est pas non plus des usines irréprochables. On pourrait se dire, vu le chiffre d'affaires, etc. Je n'ai pas eu, moi, trop d'informations de façon générale sur les autres usines, donc Agristo, Midibel, Lutosa. Donc, ça demanderait en fait une enquête à part. Donc, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Et donc, oui, effectivement, l'atelier à Mété, c'est bien les chips de Lucien, je suppose. Et les chips de Lucien, on n'a pas enquêté dessus non plus. Donc, je ne sais pas si entre guillemets, c'est mieux ou moins bien. Il y a une dernière chose que moi, je trouvais importante à signaler, justement, c'était de dire qu'en fait, Clarbout était en train eux-mêmes d'acheter des terres pour pouvoir encore plus maîtriser la filière. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant en termes de phénomène à suivre. C'est qu'il y a vraiment une volonté de mettre des agriculteurs sur des terres et non plus en fait d'aller directement passer par des agriculteurs qui disposeraient de leurs terres ou les loueraient à d'autres propriétaires. Donc vraiment, la volonté de contrôle de la filière est assez importante. Donc je pense de toute façon, ça mérite d'autres enquêtes, de continuer à suivre ça. Je trouve que le silence en fait de l'industrie est assez éloquent. Merci, on va le laisser là pour l'instant, mais pour celles qui aiment bien creuser un peu les questions, il y a beaucoup de questions encore à creuser et à soulever. Florence, je vais t'inviter à nous éclairer sur ce qui se passe à Frameries. Bonjour tout le monde. Merci donc aussi pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui? Ok. Donc moi, je fais partie du collectif de citoyens La Nature sans friture. Donc, le combat a commencé à Frameries il y a 2 ans et demi. Donc, Clarbout avait le projet d'installer une usine à frites, une usine de production de frites à Frameries. Alors, vous avez juste ici déjà sur le dessin pour que vous puissiez situer ce qu'il y a déjà et ce qu'il n'y a pas encore. Là où on a fait l'action justement dimanche, c'était devant ces hangars et le frigo. Donc, je suppose que vous voyez ma souris sur l'écran. Donc là, on a 2 hangars. On a un frigo qui stocke des produits finis qui ont été produits à Warneton. Et là, qui stocke des pommes de terre. Et donc, le projet d'usine, c'est le reste. Donc, c'est l'ensemble des bâtiments que vous voyez ici. Donc, il y a un autre congélateur géant. Et puis là, il y a toute l'usine de production. Et, sur l'usine de production, vous voyez, il y a 6 cheminées. On annonce donc 6 cheminées de 80 mètres de haut. Et ce qui est assez interpellant, et ça, c'est de la manière dont on nous a présenté le projet aussi la première fois, c'est que ce plan qui est présenté oublie complètement toutes les maisons, toutes les habitations qu'il y a autour. Et donc, on a l'impression que cette usine serait construite au milieu de nulle part, mais pas du tout. Je vous montre où se situe avec ma souris la première maison et la rue. Ça commence vraiment au bord du terrain. Et donc là, on a vraiment les quartiers qui commencent. Ici, on a le quartier. Enfin, voilà. Donc, je reviendrai plus là-dessus par la suite, mais ça, c'est vraiment le projet d'usine. Le revoilà. Et donc, en fait, le point de départ, c'est en janvier 2019, où toute la presse en parle. Et j'ai mis des titres que j'ai pris sur les articles qu'on a diffusés à ce moment-là. Et vous pouvez voir que le seul argument qui est toujours avancé, c'est l'emploi. Donc, on n'analyse jamais rien d'autre. Clarbout va s'installer à Frameries, il va créer 300 emplois, il va sauver
la région. Donc, c'est toujours l'argument tarte à la crème. Hop, on arrive avec l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et finalement, sous prétexte qu'il va créer de l'emploi, on n'analyse rien d'autre. Et ça a été un peu général. Donc, même les politiques, finalement, qui au début soutenaient ce projet, ne nous parlaient jamais que de l'emploi, mais ils ne connaissaient pas le reste du projet, en fait. Donc, il y a même des gens qui n'avaient jamais vu ce qui allait arriver là à Frameries. On a juste envoyé cette création d'emplois et puis il n'y avait rien d'autre qui intéressait. Et donc ça, c'est déjà assez interpellant parce qu'encore aujourd'hui, les gens qui soutiennent le projet reviennent avec cet argument d'emploi et c'est vrai qu'on en a parlé il y a 2 minutes, mais le magazine Investigation qui a fait cette étude, enfin en tout cas ce reportage, ce magazine sur l'emploi, c'était quand même assez interpellant au niveau des conditions de travail. Et donc, est-ce qu'on doit accepter n'importe quel emploi et on parlait du travail décent et des accidents du travail. C'est un secteur où il y a le plus d'accidents du travail. Donc, voilà. Donc, il y a toute cette question de l'emploi qui a déjà fait son chemin aussi au sein de notre groupe. Et donc, en fait, quand on a appris tout ça, ça a commencé, on s'est posé énormément de questions. Donc, on s'est dit, ben voilà, ça va arriver dans notre commune. Donc, on s'est déjà regroupé. Donc, d'abord des voisins, puis on a un peu augmenté le nombre. Les gens entendaient beaucoup de choses et on a pu, grâce aux réseaux sociaux, mobiliser quand même pas mal de monde. Et notre première étape, ça a été de savoir, ben tiens, c'est quoi cette usine, c'est qui Clairbolt, qu'est-ce qui est fait, c'est quoi comme genre d'usine. Et ce qui nous a bien aidé dans ce combat, c'est qu'il avait déjà deux sites, donc un en Flandre, donc à Newkerk, et un à Warneton. Et donc, nous sommes rapidement allés visiter. Alors, je ne sais pas si, je voulais juste pour montrer. Je vais voir si ça passe, si vous avez du son. Je ne sais pas si vous avez du son. Non? Pas encore. Non. Alors, on va arrêter ça. Toc, toc, toc. Hop. Je vais revenir au PowerPoint. Voilà, si j'y arrive. Excusez-moi, revenu. Donc, c'est pas grave. Comme vous n'avez pas le son, je vais poursuivre. J'ai pris des photos. Je préparais le truc au cas où. Donc, à Warneton, voilà l'usine qui existe. Et donc, on voit, donc c'est quand même très conséquent. Et donc, moi, je me souviens de ma première visite à Warneton. J'étais assez interpellée et après, j'en ai même pleuré tellement c'était impressionnant, tant au niveau des nuisances sonores. J'avais vraiment l'impression que j'étais sur, je sais pas moi, dans un aéroport ou même l'autoroute, c'était assez bruyant et même à 1 kilomètre de là, on pouvait déjà entendre, on était chez un riverain et on entendait déjà les bruits de l'usine. Forcément, les nuisances olfactives, au niveau donc des odeurs, c'était assez impressionnant. Alors, il y a aussi d'autres, donc par moment, quand il y a une surproduction, apparemment, ça arrive durant les mois plus d'été, apparemment. Il y a donc de gros dégagements de fumée, donc ça, c'est assez impressionnant. Et je voulais vous montrer aussi du petit village de Delémont qui est juste derrière l'usine. Ben voilà ce qu'ils voient, voilà ce qu'ils ont. Enfin, je trouve que c'est assez, ça défigure complètement tout le paysage. Et voilà, donc une usine, quoi. Hein, on est vraiment dans de l'industrie lourde avec des installations assez impressionnantes. Et donc voilà, on a découvert tout ça. On est allé voir sur place, on a analysé un peu les choses et on a vu que je n'étais pas super emballée à l'idée de recevoir cette usine chez nous et à commencer donc vraiment tout
tout le travail de recherche autour de l'usine. Et on a découvert, mais donc là, je pense que Manu et Quentin ont déjà mis le doigt sur pas mal de points, mais qu'en plus, c'était une entreprise qui exportait énormément sa production. Et donc ici, vous avez tous les pays. Donc ça vient du site de Clarbot. Hein. Il indique où il envoie ses productions. Donc on voit déjà tous les pays qui sont livrés par Clarbot. Et donc ensuite, quand on a vu ce que c'était, eh bien, on a continué un peu. Et ce qui nous importait, c'était de voir aussi au niveau politique ce que le politique avait à dire par rapport à ça, comment ils voyaient les choses, comment ils allaient gérer cette implantation. Et puis donc là, on a découvert que pas mal de politiques ne savaient pas trop en fait ce que c'était, où ça allait être exactement. Donc il y a eu des moments assez interpellants au niveau du politique. Et donc nous, on a vraiment fait le travail que le politique n'a pas fait. Ça a été d'explorer vraiment tout le dossier, de pouvoir voir les procédures, même au niveau des lois, ce qui est autorisé, pas autorisé, etc. Donc, il y a eu pas mal de questionnements. Là, c'est vraiment la grosse partie du combat où on a découvert plein de choses, on a rencontré des experts, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des nuisances sonores, etc. Notre objectif, ça a été vraiment, parce qu'on savait que c'était un combat qui allait être dur et qui n'allait pas être évident si on voulait changer un peu les choses au niveau politique. Et donc, on a communiqué énormément. On a donc eu la chance d'avoir des exemples à Warneton, à Newkerk, et donc on a pu se baser sur de l'existant. Donc, on a pu faire des actions, énormément d'actions de sensibilisation. Donc, on a vraiment essayé de rechercher des alliés par rapport aussi au monde politique. Donc, on avait dans notre commune des parlementaires, on avait même un ministre qui habite notre région. Et donc, c'était important de savoir un peu ce qu'il voulait pour la région. C'était Carlo Di Antonio à l'époque. C'est lui qui gérait même le permis du frigo que l'on a actuellement. Et donc, le travail a été vraiment de pouvoir informer tout le monde, de pouvoir questionner. On a mis en place un certain nombre d'actions. Et voilà, il y a énormément d'enjeux dans ce combat. Et c'est là donc on a découvert énormément de choses. Ce n'était pas seulement une usine qui allait venir se construire dans une commune. Et donc, je pense que toutes ces recherches que l'on a pu faire, tous ces échanges qu'on a eus avec finalement énormément de gens et encore maintenant, par l'action qu'on a fait avec le RESAP dimanche, c'est qu'on a pu découvrir un système assez interpellant qui met en évidence beaucoup d'enjeux. Et donc, un des plus gros pour moi se situe au niveau de l'environnement. Donc, cette pollution, ces questions sur l'agriculture, sur le climat. Alors, un gros aussi, c'est au niveau des politiques parce que, et je pense que ça, Quentin et Manu en ont très, très bien parlé, dans les faits, on a énormément d'incohérences par rapport aux politiques que l'on veut développer. En tout cas, dans les écrits que l'on voit, on doit tout faire pour soutenir des structures familiales à taille humaine au niveau de l'agriculture. On doit tout faire pour avoir un impact sur le climat, un impact positif sur le climat. Et à côté de ça, on développe et on soutient des structures comme Clarbot qui veulent s'étendre et toujours s'étendre à Warneton, mais c'est vraiment un truc de fou. On parle même d'une plateforme bimodale, d'un port, etc., et qui sont soutenus par les pouvoirs publics. Donc, c'est les pouvoirs publics qui vont mettre l'argent pour une entreprise pour qu'elle puisse transporter ses productions par les cours d'eau, etc. Donc, c'est vraiment interpellant. Et j'en profite pour faire la petite parenthèse de la réponse de Céline Tellier. Donc, la semaine passée, on a
On a interpellé donc les ministres par rapport justement à ces actions, par rapport à ces questions sur l'environnement, les politiques qui sont développées, etc. Et elle a répondu, donc il y a une direction positive, je trouve, donc elle réaffirme qu'elle ne soutient pas ce modèle global, donc ça c'est intéressant, mais on voit donc qu'elle va débloquer, elle dit qu'elle va débloquer 3 millions d'euros pour relocaliser l'alimentation, mais je trouve ça, donc c'est un bon début. Mais à côté de ce qui est développé, ce qui est débloqué pour développer ces structures industrielles, on est encore loin des chiffres. Donc, quand on voit que Clairbotte reçoit 26 millions d'euros pour se développer, pour continuer à se développer, alors que Quentin nous dit bien il n'en a pas besoin, donc il a largement tout ce qu'il faut pour se développer tout seul. Et donc, ça pose question. Donc, tout ça reste encore trop gentil, trop… c'est positif, ça part d'une bonne intention, mais je trouve si on a une volonté politique de changer les choses, si on veut vraiment changer le paradigme, changer de modèle, dénoncer un modèle auquel on ne croit pas, on doit aller plus loin que ça. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail au niveau politique. Effectivement, il y a des enjeux économiques. On voit que ce sont des modèles qui sont extrêmement soutenus. On a eu beaucoup d'expériences où on était persuadé qu'on allait arrêter cette société. Donc, si je prends l'exemple du frigo, donc Clairbotte a perdu son permis, donc il ne pouvait pas exploiter le frigo. Donc, c'est Carlo Di Antonio qui a suivi les recours des riverains et donc qui a retiré le permis d'exploitation. Et malgré tout, il a exploité son frigo, donc il n'a rien fait, il n'a rien écouté, il a continué, il a fait comme s'il n'y avait pas de retrait de permis. Et donc pendant 1 année et demie, il a fait comme si rien ne se passait et personne n'a arrêté ce gars, quoi. Et donc, on voit qu'il y a un poids économique et on sait que dans les discours, c'était oui, mais si on l'arrête, il va nous attaquer parce qu'il perd plus de 80 000 euros par semaine. Et donc, voilà, c'est toujours un argument économique qui arrive sur la table, mais ça pose question au niveau des citoyens, des riverains qui ne comprennent pas, et je comprends tout à fait. Et donc, ce poids économique, quelqu'un qui a de l'argent, qui se développe et qui ramène de l'argent, visiblement, eh bien, peut tout faire finalement. Et donc, il y a vraiment cette question, et on a plein d'exemples comme ça, où à chaque fois, il n'était pas sur papier légalement dans ses droits, mais il a pu tout faire. Et même chose pour le département de la police et contrôle. On les appelle pour venir parce qu'on voit qu'ils déversent des eaux directement. Donc, il évacue ces eaux des hangars qui sont quand même chargés en produits. Donc, ce sont quand même des eaux industrielles. Il rattache la nuit directement ces tuyaux aux égouts. Donc, il rattache tout directement aux égouts et donc il pollue nos cours d'eau, etc. Parce qu'après, on sait où c'est rejeté. Et on téléphone au département police et contrôle, on envoie des vidéos, on montre tout ce qui se passe. Ils arrivent 15 jours plus tard et il ne se passe rien. Ou tout au pire, il a une amende à payer, mais qui est ridicule, quoi. Et donc, ça, en fait, il paie son droit de polluer et il continue. Donc, il n'a jamais rien d'autre. Et donc, ça, c'est assez interpellant. Et puis, donc, un dernier enjeu, c'est les enjeux sanitaires. Donc, on a parlé aussi de la malbouffe. C'est quand même impressionnant, comme Quentin et Manu le disaient, qu'on appelle les citoyens à manger des frites et ces frites industrielles surtout. Donc voilà, il y a tout un questionnement à faire aussi sur l'alimentation. Est-ce qu'on a envie de développer comme modèle pour la santé, etc. Et donc voilà, il y a énormément d'enjeux et on en a bien pris conscience pendant ce combat. Et donc ça, c'est un peu toute la richesse aussi de ce combat. Il y a du positif quelque part parce que ça nous a aidé, nous, citoyens, à nous questionner sur plein de choses et à changer un peu aussi nos réflexions, nos modes
modes de vie, pardon. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu énormément de mobilisation. Il y a eu, on a fait, donc les citoyens ont organisé l'enterrement des 3 communes concernées et à chaque fois, dans le but de sensibiliser, d'attirer l'attention, de pouvoir toucher le monde politique aussi. On a organisé des visites guidées du site parce que des gens qui avaient pris des décisions par rapport à ce site, donc qui avaient autorisé l'implantation de Clairbotte, ne savaient même pas où se situait le site. Et donc ça, c'est assez impressionnant qu'au sein de l'IDEA, des membres qui ont décidé, donc des politiques qui ont décidé du projet, nous disent clairement, on ne sait pas où ça se trouve. Et donc là, c'était quand même assez curieux. Et donc, on a invité les politiques à venir voir sur place. Et donc, là, de là a changé un peu, ça a changé beaucoup de choses. Parce que le politique, en tout cas communal et proche de notre commune, a changé et bon, a décidé de nous soutenir, mais un peu tard, à mon avis, au niveau de certains accords. Et c'est pour ça que c'est très dur maintenant de le bloquer. Et donc ça aussi, c'est une aberration, c'est une question politique aussi. Donc, qui décide si à un moment donné, une commune dit on n'en veut plus, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bloquer un projet, quoi? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas dire stop, c'est pas possible? Donc il y a tellement donc les politiques au niveau de la région interviennent et donc eux ne veulent pas. On a le ministre Borsu, on sait le projet. Donc voilà, il y a vraiment plein de questions autour de ça aussi. Donc on a participé à énormément de conseils communaux, on a fait du théâtre-action avec une ASBL de Frameries qui a vraiment voulu nous aider dans la mobilisation, on a fait des actions photos, donc on a fait énormément de rassemblements et on continue à en faire. Et donc on a eu des victoires dans ce combat, on en a eu par rapport au frigo quand le permis a été retiré, bon ici il vient d'être rendu par le Conseil d'État au mois d'avril. Mais on a eu énormément de victoires et je pense que la plus belle victoire, c'est celle qui est humaine, qui montre que l'engagement citoyen est encore possible parce que ça fait 2 ans et demi que le combat existe et il y a toujours autant de gens et même plus encore. Et on sent que les citoyens ont envie de vivre quelque chose de correct, ils ont envie de pouvoir décider ce qui doit se développer dans leur commune, dans leur région, et beaucoup de gens se questionnent sur les questions de l'environnement justement, de la culture, et donc on va toujours beaucoup plus loin. C'est pas seulement non, j'en veux pas à Frameries, mais donc il y a cette évolution sur finalement tout le modèle, et c'est finalement on n'a plus besoin de ce modèle nulle part, quoi. Et je pense que tout le monde est arrivé à ça, et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est l'éducation permanente qui est là et qui pousse la remise en question d'un modèle, et donc ça c'est vraiment super intéressant. Laurence, je vais te oui. demander de clôturer. Oui, ben voilà, j'arrive à la fin. Désolée. Donc, les objectifs aujourd'hui, donc nous, comme je vous le disais, donc ici vous voyez le site, donc les hangars sont là en haut, le frigo aussi, c'est là qu'on a fait l'action dimanche. Eh bien, le projet d'usine, il va s'étendre jusqu'à la rue. Donc, vous voyez eh bien, les maisons ici. Donc, c'est tout et là, il y a un nouveau quartier qui s'est construit qu'on ne voit pas sur les photos. Et donc, en fait, on a demandé au gouvernement wallon de modifier le plan de secteur. Donc, ce site, qui est un site industriel, parce qu'on a décidé de développer l'habitat, ne correspond plus à sa définition de site industriel. Donc, un site industriel doit, par définition, être isolé des habitations pour des raisons environnementales, de santé et de respect de cadre de vie des citoyens. Et donc ici, le site est bien non isolé, quoi. Il est au pied des habitations. Et donc notre demande, c'est de modifier le plan de secteur pour qu'il n'y ait plus jamais une industrie qui projette de s'installer là. Et donc ça, c'est un objectif vraiment qu'on essaie d'atteindre aujourd'hui. Et c'est l'ensemble du gouvernement wallon qui doit se positionner. Donc les 8 ministres doivent accepter cette modification qui est rentrée par la commune. Et donc ça, c'est ce qu'on attend actuellement. Et donc voilà, en gros, c'est là, on en est là aujourd'hui.
mais on a réussi à repousser le projet d'usine. L'usine devait être construite en janvier 2020. Et donc, Clairvaux dit que ce n'est pas grâce à nous, mais nous, on sait qu'on a une grosse partie grâce à la mobilisation. Et donc, voilà, je vais clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Florence. Ben, tu as soulevé les questions, hein, comment stopper tout cela. Peut-être pour commencer déjà, est-ce qu'on a reçu une réponse après l'action de dimanche? Peut-être toi, Manu, vous êtes au courant? Vas-y, Florence, si tu veux. Mais après l'action de dimanche, moi, je n'ai pas eu encore de réaction de politique, mais on en a eu donc justement une de Tellier qui réaffirme qu'elle est en opposition avec ce modèle et qu'il faut le changer, qu'elle met en place des choses, etc. Et donc, voilà, elle souhaite vraiment relocaliser l'alimentation. Donc, voilà, elle met en place des choses, donc ça, c'est positif. Mais il faudrait qu'elle soit suivie et que d'autres ministres puissent le faire aussi, quoi. Et je vais peut-être compléter aussi avec la question de la stratégie, justement, un plaidoyer plus général qu'on a mis en place avec l'action. Donc, effectivement, on a, à travers cette campagne, à la fois écrit une carte blanche qui a été publiée dans la Libre Belgique. On a fait, bon, il y a eu, je crois, on a eu un beau relais presse avec une trentaine d'articles, je crois, qui ont été publiés chaque fois avec un petit peu notre message. Et alors, on a fait donc une interpellation politique directe par Facebook et Twitter sur Di Rupo, Borsu et Tellier. Et de manière plus générale, on a envoyé un courrier à l'ensemble des ministres wallons, puisqu'ils vont devoir tous se prononcer sur la révision du plan de secteur à Frameries, et aussi en leur demandant plus de cohérence politique justement entre ce modèle agricole wallon d'agriculture familiale, nourricière et écologique et les politiques du coup industrielles et agricoles qui doivent être mises en cohérence. Donc ce courrier a été envoyé juste après l'action, donc ce mardi, et donc là on espère qu'on aura une réponse de certains ministres qu'on pourra alors partager peut-être publiquement une fois qu'on a les réponses. Mais c'est clair qu'à part Céline Tellier, pour l'instant c'est plutôt le silence radio. Idem aussi, lorsqu'il y avait une question, j'enchaîne direct, idem du côté de l'industrie de la patate. Il n'y a aucune réaction officielle. Je pense qu'ils jouent plutôt la carte de l'indifférence, comme c'est le cas de ce que tu me disais, Florence, depuis le début. Maintenant, connaissant un petit peu les pratiques, ils n'ont pas tellement intérêt à faire du bruit médiatiquement, ou en tout cas dans l'immédiat. Je pense qu'eux, ce qu'ils vont chercher plutôt à faire, c'est aller discréditer un peu notre discours, plutôt dans les couloirs politiques directement en disant que nos propositions sont naïves et utopiques et que les besoins de l'industrie restent réels et doivent être soutenus. Merci Manu. Il est presque 12h30. Je vais proposer à ceux et celles qui ont encore le temps et qui ont envie de discuter un peu plus stratégie et plaidoyer qu'on prolonge le débat de 15 minutes. Désolée pour ceux qui ont des contraintes et qui ne pourront pas rester. Il y avait, pendant les discussions, il y a eu pas mal de questions autour justement de plaidoyer et des questions autour aussi de la possibilité de, Florence a parlé de stopper l'industrie, j'ai lu une possibilité de boycott des pommes de terre, là c'est non belge. Je ne sais pas, Manu, Florence, ou Quentin, si vous avez eu des idées par rapport aux des questions de plaidoyer qui étaient mentionnées dans le chat. Je vais vous laisser la possibilité de réagir d'abord. Après, s'il y a des gens, des participants qui ont des connaissances ou des idées par rapport à l'une ou l'autre question et qui veulent intervenir par rapport, merci de me faire signe également. J'essaye peut-être de commencer en prolongeant alors la stratégie plaidoyer. Bon, ça s'inscrit vraiment dans un plaidoyer plus large chez nous où je pense que notre objectif, c'est vraiment d'avoir, comme j'ai dit, une cohérence des politiques vers un modèle d'agriculture plus durable, paysanne et
nous, ce qu'on défend au sein du réseau Agroecology in Action, c'est la transition agroécologique. Donc ici, plus particulièrement, déjà, c'est stopper cette usine. Et ça, je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'est important, cette lutte locale en tant que telle, parce que vraiment, l'usine prévue à Frameries, elle prévoit 2800 tonnes de frites par jour. Ça veut dire 1 million de tonnes de frites par an. Ça veut dire qu'on augmente encore le volume de production des produits surgelés de plus d'un tiers par rapport à la production actuelle, qui est déjà, où on est déjà les premiers exportateurs mondiaux. Et donc, ça va tirer encore plus la demande derrière et donc encore plus de terre. Enfin, c'est vraiment de la folie. Et le problème, c'est je pense qu'on va, j'espère vraiment gagner à Frameries, mais par contre, ils sont en train de perdre à Dunkerque, à quelques kilomètres de la frontière. Et finalement, sur le modèle global de notre région, ça va être le même problème. Donc, c'est vraiment gravissime. Et là, vraiment, la lutte locale a une importance bien plus large que Frameries. Ça, c'est une chose. Et puis après, c'est voilà, c'est de nouveau cette cohérence des politiques. Je pense, Florence, tu as mentionné la réaction de Di Antonio et tu as eu aussi une interview avec lui où il mentionnait, en fait, quelque part, en tant que pouvoir politique, on ne peut rien faire parce qu'une fois qu'ils remplissent les conditions des permis pour leurs projets industriels, ils ont droit à leurs permis et pire, ils ont droit aussi aux subsides qui vont avec de soutien à l'économie et à l'entrepreneuriat. Et donc, ils reçoivent ces millions de subsides, même si, en fait, on se rend compte que c'est complètement aberrant en termes de modèle agricole à défendre. Et donc, ça, c'est pas possible. Il faut arrêter. On ne peut pas donner de l'argent et des permis à l'industrie si ça détruit le modèle agricole qui est confirmé dans le Code wallon. On rappelle qu'il défend une agriculture familiale, écologiquement intensive et nourricière. Donc là, il faut agir. Et puis alors, évidemment, il y a la politique agricole commune qui est en train d'être réformée actuellement. Là aussi, on essaye de se battre avec nos petits moyens pour défendre des mesures où ce soit vraiment du soutien aux petites fermes paysannes, à l'agroécologie et pas à ce modèle où celui qui a le plus d'hectares reçoit le plus de subsides. Voilà, je vais passer la parole et peut-être revenir sur d'autres questions après. Quentin ou Florence, si vous voulez réagir par rapport à ça. Moi, sur la question du plaidoyer, comme journaliste, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais. Mais je pense que malgré tout, ce qui est intéressant, c'est toujours de constater, en fait, et on le voit en général, en fait, dans toutes les problématiques environnementales, c'est l'absence de prise en compte de la société civile, en fait, qui est toujours obligée de se réinstaller, de mettre le pied dans la porte. Et je trouve que ça, c'est particulièrement préoccupant. Et c'est la même chose. On a les mêmes choses sur tout le travail sur les mobilités vertes, les batteries au niveau européen, etc. Je trouve en fait qu'il y a quand même un problème dans la société actuellement, c'est qu'en fait, il faut que la société civile se batte et fasse des pétitions, des demandes, etc., pour être consulté à l'origine sur des politiques. Moi, je comprends très bien quand Carlo Di Antonio dit en fait, tout le monde peut faire des demandes parce qu'on remplit aux critères. Mais donc, c'est la question des critères qu'il faut poser, qui est problématique à ce moment-là. Parce qu'effectivement, si tout le monde peut faire des demandes d'aide, on est face à une distorsion des forces. Quelle est la force d'une petite exploitation agricole de faire une demande d'aide en bio par rapport à Clarebout qui a des gens dans l'administration, etc., pour soutenir, enfin des administratifs pour soutenir ça. Et je pense que c'est toujours cette question-là, en fait, c'est de se dire, on a des déclarations politiques. Je pense qu'il y a une volonté publique de plus en plus large et de plus en plus importante, et je pense que ça sera, à mon avis, un effet positif du confinement et du Covid, c'est que les gens ont dû se reconnecter pour des raisons X, Y, Z à du local, même à parler avec leurs voisins, enfin, ce genre de choses. Et qu'il y a vraiment un travail qui est à faire de la part du politique de ne pas jouer au chat et à la souris avec leur propre volonté. Et je crois que c'est vraiment, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour contacter des parlementaires, pour que le législatif, en fait, et finalement l'opposition, même si on vit dans un pays, en fait, l'opposition d'avant est à la majorité aujourd'hui, et donc c'est assez compliqué de faire des avancées là-dessus. Et je crois qu'ici, en fait, c'est vraiment des questions de projection à long terme, mais en fait, on est bloqué face à un politique qui réfléchit à 4 ans. Et 4 ans, c'est rien, en fait. Et il n'y a pas de planification. Et quand la société civile planifie, en fait, elle n'est pas écoutée parce qu'on dit justement, comme Manuel disait,
on va être taxé, d'utopie, etc. Les considérations ne seront pas prises au sérieux parce qu'en fait, elles vont toujours être perçues comme quelque chose étant contre quelque chose, puisqu'il y a peu d'écoute pour ces projets-là en tant que tels. Et clairement, pour info qui est dans les familles les plus riches de la Belgique en termes de pouvoir. Florence? C'est intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on ressent nous sur le terrain, ce problème d'accessibilité du monde politique. Au niveau communal, ça a été relativement facile parce que ben voilà, c'est notre village, c'est notre ville, hop, on y va. Ils n'ont pas le choix d'être face à nous. Mais au niveau régional, pour atteindre même un ministre aujourd'hui, mais c'est super compliqué, quoi. C'est difficile de mettre la pression sur un ministre et maintenant sur 8 ministres. Donc, je trouve qu'il cadenasse aussi énormément les choses. Ça devient hyper compliqué pour atteindre justement certaines personnes, et on doit passer par une pétition pour être entendu au Parlement, et c'est même pas le Parlement qui doit se positionner, ce sont les ministres. Donc après, on espère que les parlementaires vont aller secouer leurs ministres. Enfin, je trouve que c'est assez fou, quoi. Parcours du combattant. C'est pas étonnant que ce soit la commune finalement enfin que les communes en général soient les plus promptes à refuser ce genre de projet. Je trouve qu'elles sont très peu écoutées par les autres échelons de pouvoir. C'est qu'en fait, en général, on le voit sur les poulaillers bio, etc. En général, les communes refusent ce genre de choses parce qu'elles voient les nuisances, elles n'ont pas envie que ça reste le pouvoir le plus proche du citoyen, hein, même si ça pose plein de problèmes en tant que tel. Mais ils savent très très bien que c'est sur eux que vont retomber en fait les problèmes à court terme. Et je trouve qu'en fait, c'est ce manque d'échange et de coulissement entre l'administration centrale, puis les ministres, évidemment. Souvent, les projets durent plus longtemps. Les ministres vont et viennent. On se retrouve parfois sur des projets qui s'étalent sur 7-8 ans. Il y a eu 4 ministres dessus. Et eux le savent. Il y a un fonctionnement, en fait, qui est de toute façon dysfonctionnel. Et en fait, malgré tout, il y a une question de Jean-Jacques Grodan qui dit quels contacts ont été pris avec les producteurs de patates pour engager un dialogue. Il y a tout un travail de dialogue et de maillage qui a à faire entre, je pense, société civile, riverains, porteurs d'alternatives écologiques et le monde agricole qui est à tort, et je pense aussi par les médias d'ailleurs. Quand moi je parle avec des agriculteurs, ils disent « moi j'en ai marre, je passe pour le vieux pollueur qui est pas sympa et c'est moi qui ai pourri les terres », alors qu'en fait je viens d'un système où c'est ça qu'on pouvait… C'est assez touchant de parler avec des agriculteurs qui disent « Nous, on vient d'une époque où, en fait, les années 60, 70, l'agriculture conventionnelle, tout pousse, c'est génial, révolution verte. Donc, les banques nous encouragent à grandir, etc. » On se dit « Bon, on va le faire. » Et maintenant, ils payent le prix de ça, à la fois en termes de réputation, à la fois en termes de dette, à la fois en termes d'absence de durabilité de leurs propres exploitations. Et ils sont vraiment au cœur d'un jeu où finalement ils sont très peu entendus. Alors il y a les syndicats, mais il y a des syndicats alternatifs. Il y a la foi qui est le principal syndicat. Je pense en Flandre, le Boerenbond a encore un niveau de puissance et très à l'écoute du monde de l'industrie et du monde des entreprises aussi. Donc malgré tout, je pense que la représentation des agriculteurs reste une représentation très classique, très axée sur des modèles des années 80 où tout roulait bien, etc. Et maintenant que ça s'est effondré, ça reste assez compliqué. Donc, il y a une question sur la position de la foi. Moi, je ne leur ai pas posé la question directement. Je sais que la foi a plutôt tendance à être effectivement en soutien au conventionnel de façon générale, puisque c'est le gros de leurs adhérents. Mais il faut en fait, et ça, je pense que c'est aux politiques aussi, de considérer la parole des agriculteurs qui sont endettés, qui sont isolés socialement aussi, avec des gros problèmes et je pense très peu de temps de mobilisation. Hein. Ce qu'on a, c'est pour le lait, les coopératives laitières, quand il y a mobilisation. Mais ici, sur la production de pommes de terre, j'ai vraiment pas eu l'impression d'un maillage de solidarité, une envie de se défendre, ne fût-ce que contre les contrats, etc. C'était presque du fatalisme. Oui. Alors là, tu réponds déjà, peut-être Manu, si tu voulais encore ajouter quelque chose. Il y avait une question très spécifiquement par rapport aux agriculteurs concernés par les contrats avec Clarbot et ECO. Est-ce qu'eux, entre eux, ils sont organisés? Comment ils sont représentés dans les syndicats éventuellement? Et également liés en termes de coopération avec les producteurs de patates aujourd'hui.
Le paradoxe du secteur est en effet la patate offre des perspectives économiques stables et rémunératrices aux agricultrices et agriculteurs, dit quelqu'un. Alors, comment dès lors les développer des alternatives agricoles stables et rémunératrices avec et pour les agricultrices? Je ne sais pas s'il y avait des réflexions là-dessus, Manu. Oui, je peux prolonger ce que Quentin disait. Donc, effectivement, au niveau des syndicats conventionnels, Foy et Boerenbond, on sent qu'ils sont, en tout cas, ils n'osent pas aller à l'encontre de l'industrie. Et donc, on l'a clairement vu ici dans tout le débat qu'on a créé autour de la patate. On avait avec nous la FUGEA, le MAP, donc Mouvement d'Action Paysanne, et le MIG, même les laitiers qui sont venus soutenir. Et la Foy n'a pas spécialement réagi. Parce qu'ils voilà, ils sont un peu enfermés aussi dans ce modèle tiré par l'industrie. Et au niveau sectoriel, il y a aussi donc des organisations interprofessionnelles. En Wallonie, ça s'appelle la FIWAP, et au niveau belge, c'est Bell Potato. Donc, qui rassemble à la fois les producteurs, les industries et les autres fournisseurs du secteur. Mais on voit que ces organisations interprofessionnelles, elles sont fortement dominées par l'industrie qui dicte un peu ses besoins. Et donc, oui, on va négocier, essayer d'améliorer un petit peu la répartition des valeurs au sein de la chaîne, mais ça reste vraiment très, très marginal. Alors, juste quand même, effectivement, du coup, ces patatiers se retrouvent un petit peu seuls et enfermés avec l'industrie. Maintenant, il y a quelques exemples de patatiers qui sont en procès en fait parce qu'ils n'ont pas réussi à honorer leur contrat, mais refusent de devoir payer à cette industrie parce qu'ils n'ont pas réussi à fournir le tonnage à cause des conditions climatiques. Et donc là, il y a des procès qui sont en cours. Donc ça avait été montré notamment par l'enquête Wilfried Investigation. Donc on verra ce que ça a donné. Et aussi, alors là justement, le ministre Clarinval a déposé devant l'autorité de protection de la concurrence une demande pour vérifier justement s'il n'y avait pas un déséquilibre trop énorme au niveau des contrats de la patate. Donc voilà, ça c'est des éléments qu'on peut… Oui. Juste pour clôturer, enfin moi pour clôturer pour ma part, parce que je dois vraiment filer, mais, il y a eu par contre une rencontre assez rare entre la fédération professionnelle des fruitiers, Bell Potato, les différentes organisations sectorielles et notamment le monde agricole, pour quand même réfléchir dans le cadre du sauvetage de la binge, parce qu'ils ils ont très peur en fait de plus avoir de binge pour mettre dans les frites cuts. Réflexion sur le fait de pouvoir effectivement avoir un assouplissement et, comme disait Manu, une meilleure répartition des revenus sur la chaîne de valeur pour réencourager malgré tout à ce qu'il y ait de la culture de binge, même si elle reste, si elle est moins intéressante au niveau financier. Et donc de mieux payer des agriculteurs pour pouvoir quand même sauvegarder cette… Mais bon, ça, moi, si on me l'a dit de façon officieuse, donc j'ai pas vu de communication officielle et apparemment sont des secteurs qui finalement se parlent peu de façon multisectorielle. Merci, Quentin. Le sauvetage de la binge, quelque chose qui fait question, je pense, notamment aussi par le développement du secteur des OGM en Belgique. Une discussion à continuer. S'ils vont nous venir avec la binge plus qui est prévue, je pense qu'on n'est pas plus loin. Peut-être, il est temps de clôturer, mais peut-être Manu, Florence, Quentin, si vous avez encore des réflexions à partager sur, pas forcément les enjeux, je pense qu'ils ont été élaborés pas mal, mais c'est quoi les prochaines étapes en cours, et où est-ce qu'on peut se renforcer l'une à l'autre dans cette lutte? Je vais me lancer. Donc, oui, peut-être moi, mon mot de clôture, ce sera effectivement, on va continuer
j'ai vraiment apprécié cette collaboration à la fois avec le niveau local et j'espère vraiment qu'on va continuer. Donc, c'est clair que maintenant, on ne va pas pouvoir continuer comme ça avec le RESAP à soutenir aussi avec autant de ferveur sur le long terme, mais on sait que le collectif La Nature sans friture sera là et qu'on pourra venir soutenir à des moments clés de la lutte. Mais en tout cas, voilà, ça montrait bien cette mobilisation du local au global et je pense que c'est une bonne manière de continuer la lutte et voilà, de combiner après avec un plaidoyer plus général qu'on peut faire au sein de Agroecology in Action notamment, mais de manière collaborative. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Et merci pour l'organisation et pour la participation. Il y avait pas mal de questions, c'était assez intéressant. Merci à toi, Manu. Florence, tu as une réflexion de clôture pour nous? Oui, ben moi, je voulais déjà encore une fois remercier pour tout le travail qui a été fait parce que tout ce plaidoyer, ces études, ces articles, ça nous aide énormément en fait parce que ça nous donne des arguments justement pour aller porter tout ça au niveau politique et le monde politique qui ne va pas entendre ça, j'ai quand même du mal, enfin je trouve qu'ils auront une sale position quand même si ils soutiennent un modèle avec toutes ces qu'on a pu mettre en avant. Et donc, voilà, c'était un gros merci à toutes les personnes qui ont participé à toutes ces enquêtes et ces écrits. Et alors, voilà, et puis j'espère, nous, en tout cas, on va garder la pression, et si les gens ont des idées de pression à mettre au niveau plus régional, n'hésitez pas à les donner, c'est très chouette. Et puis, donc, voilà, on sait qu'il y a des gros enjeux au niveau politique. On sait aussi que le monde politique aime se mettre en concurrence eux-mêmes. Et donc, c'est aussi toute une difficulté, les partis, de mettre d'accord tous les partis autour de la table. Et donc, si les gens ont des idées, allez-y, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Florence. Merci aussi, je pense à Quentin qui a dû nous quitter. Merci à tout le monde d'avoir participé dans la discussion, même si c'était par voie de conversation dans le chat. On va déployer toutes les suggestions qui ont été faites dans le lien là et on partagera encore par les médias par les réseaux sociaux les références qui ont été faites. Et je pense qu'on ne peut pas clôturer cette discussion parce qu'elle vient de s'ouvrir et j'espère de vous voir bientôt dans la suite des actions et discussions autour de cette question. Bon appétit à tout le monde et merci à Marie-Hélène de nous avoir sauvés dans les questions et points techniques. Et merci à Fian d'avoir organisé ceci avec le RESAP. À bientôt. Bon appétit tout le monde. Merci, merci. Au revoir.